En général, le j'ai besoin de parler à mon conjoint ou je n'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens tout de suite. C'est des objections courantes. C'est un feu qu'ils vous mettent devant. Mais derrière, il y a toujours, c'est pas la vraie objection. Ça cache toujours quelque chose. Donc, il faut aller le traiter. Les amateurs vont essayer une seule fois et le mettre dans le follow-up. Le professionnel, il tentera peut-être 2 fois. Mais le maître, il le fera 3 ou 4 fois. Mais de manière très, très, très stratégique. D'accord? Donc, on va y aller. Donc, 3 façons de gérer la situation. Tout en restant dans la vente d'agneaux. Maintenant, vous jouez le prospect. Et moi, je suis le closer. Et balancez-moi l'objection. J'ai besoin de parler à mon conjoint. J'ai besoin de parler à mon conjoint. Oui, je comprends, Madame Anke. C'est tout à fait normal. D'accord? Il n'y a aucun problème. Mais quoi d'autre? Je ne prends pas des décisions seule, vu que on a un compte qu'on partage en commun. J'ai besoin de discuter avec lui afin de voir si c'est quelque chose qui lui convient également. Ah, très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre conjoint? 10 ans déjà. 10 ans, waouh. 10 ans, ça fait longtemps, ça. Donc, vous pensez certainement de la même façon. Bien sûr, mais on a souvent des décisions qui sont opposées. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Je me pose d'abord. La première objection qu'elle m'a sortie, c'était je dois parler à mon conjoint. Je n'ai pas paniqué. Je suis restée calme comme l'agneau. Ben oui, c'est normal, je comprends tout à fait. Vous irez échanger avec votre conjoint, mais quoi d'autre? Dès que j'ai dit quoi d'autre, qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Donc, 2 mots. Quoi d'autre? Et elle passe de j'ai besoin de parler à mon conjoint à on a quoi? Ces 2 mots-là. Quoi d'autre là? Very important. Vous ne devez jamais accepter la première objection. Vous mettez le prospect à l'aise. Ah oui, c'est normal. Bien sûr, oui. C'est normal que vous échangez avec votre conjoint. Mais quoi d'autre? Et là, elle va vous sortir la deuxième objection. La deuxième objection, ça se relie un peu à la première. Bon, on a un conjoint, avant de sortir de l'argent, il faut que j'échange avec mon conjoint. OK? D'autres vous diraient peut-être, ça allait cher. Et là, vous avez la vraie objection. C'était le prix. Et en tant que closer, vous irez maintenant tuer l'objection, la vraie objection qui est le prix. Mais avant d'en arriver là, vous jouez d'abord son jeu. Vous restez dans la conversation. D'accord? Donc, disons que vous êtes avec votre conjoint, c'est bien ça? Exactement. Donc, vous pensez certainement déjà pareil. Hein, et moi, je suis très positive. Je pense que votre conjoint, il sera quand même, il vous supportera dans vos ambitions. Pas vrai? Oui, bien sûr. Mais comme je vous l'ai dit, il y a certaines décisions qui sont opposées. Je peux prendre des décisions qui ne lui conviennent pas. Donc, c'est important qu'on puisse discuter, lui et moi. D'accord. Ben, je comprends tout à fait, c'est normal. Parce que l'objectif ici, c'est pas de fragiliser la relation, au contraire. C'est de vous mettre ensemble autour d'un business, d'accord, sur lequel vous allez travailler 3-6 mois, ce qui va renforcer encore les liens. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc mon objectif ici, c'est pas de fragiliser votre relation, au contraire, c'est de la solidifier. D'accord? Donc, supposons que vous allez voir votre conjoint et, à mon avis, il sera d'accord. Il va vous supporter. C'est votre avenir. Il sera forcément positif. Supposons qu'il est positif. Il est d'accord. Il vous dit, allez, ma chérie, on y va. Est-ce que comme vous me l'avez dit plus tôt, vous serez quand même la seule à créer le business? Oui, bien sûr. Donc, si je comprends bien, ce dont vous avez besoin, c'est juste son avis. Oui. Juste son avis. Mais parfait. Qu'est-ce que je viens de faire?
Elle me fait croire que l'objectif pour elle, c'est d'aller discuter avec son mari pour prendre une décision. Mais ce n'est pas vrai. Elle peut prendre la décision. Elle peut prendre la décision. Ouais. Je veux savoir son avis. Pourquoi elle a besoin de l'avis de son prospect? C'est parce que elle n'est pas encore sûre que je peux régler son problème. C'est tout. Elle n'est pas sûre que moi, je peux régler réellement son problème. Donc, elle a besoin d'un second avis. J'ai touché le point. Et en même temps, comment dire ça? Je dilue la tension de l'objection. C'est pas juste monsieur qui va faire l'investissement. C'est vous. Vous avez juste besoin d'un second avis. Ok, on y va. Très bien. Ben, je comprends tout à fait. C'est normal d'avoir l'avis de votre conjoint. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas pour fragiliser la relation, c'est pour la solidifier. D'accord? Donc, dites-moi, combien de temps il vous faut pour avoir l'avis de monsieur? Donnez-moi une semaine. Oh, une semaine? Super. Alors, pendant ce temps, moi, au fur et à mesure que vous discutez avec monsieur Rodrigo, je vous enverrai des informations pour clarifier les points d'ombre. D'accord. D'accord? Donc, dites-moi, est-ce que qu'est-ce qui vous rend encore sceptique là, à ce jour? Est-ce que c'est le retour sur investissement que vous allez avoir à faire tout au long de votre vie qui vous rend sceptique? Ou est-ce que c'est le temps pour mettre le business en place qui vous rend sceptique? Ou est-ce que c'est le programme? C'est-à-dire, comment le programme se déroulera? Donc, est-ce que c'est le retour sur investissement qui vous rend sceptique encore? Je vous enverrai les informations pendant que vous demandez l'avis de M. Rodrigo. Est-ce que c'est le temps que ça prendra pour mettre le business en place, c'est le timing? Ou est-ce que ce serait des informations sur comment se déroule le programme? Le temps Le temps. que ça va prendre et comment ça va se dérouler le programme. Le temps que ça va prendre. Ok, très bien. Donc, parfait. Moi, mon rôle ici, c'est juste ça. Vous donnez les bonnes informations. C'est vous qui prenez la décision. D'accord? Donc, pendant que vous êtes en train d'échanger et de prendre l'avis de M. Rodrigo, moi, je sais que votre supporter va forcément vous soutenir dans votre business, dans votre projet de vie. Je vous envoie toutes ces informations-là. D'accord? Maintenant, si, malgré les informations que je vous envoie, et que M. Rodrigo vous soutenez, parce que je sais qu'il va vous soutenir, vous sentez toujours que je ne suis pas la solution pour vous, ça, ce n'est pas la solution pour vous, ne revenez pas vers moi. Je lui donne une porte de... Ne revenez pas vers moi. Elle va se dire, mais, qu'est-ce qui va? Ne revenez pas vers moi. Il y a un effet de surprise. Cette personne-là ne cherche pas à me vendre. Je suis allée toucher déjà la vraie raison. Je l'ai diluée. D'accord? Je lui offre 3 options pour voir à peu près qu'est-ce qui l'inquiète encore. Parce qu'il faut qu'elle soit sûre. C'est pas Rodrigo, en fait. C'est elle. Donc, elle m'a dit que c'était le timing et comment le programme se déroulait. Donc, j'ai ces 2 informations-là à lui envoyer par mail. Bien clarifiées. Et je lui donne une porte de sortie. Si malgré que M. Rodrigo vous soutient, d'accord? Et que vous savez que le retour sur investissement changera votre vie. Et toutes les informations que je vous envoie sur le timing, qui est important pour vous, et aussi comment se déroulera le programme, ne vous convainc pas. Ne revenez pas vers moi. D'accord? Donc prenez votre temps, discutez avec M. Rodrigo. Mais si vous sentez quand même le besoin d'avoir quelconque information, moi je suis là. Contactez-moi. Je vais la laisser partir en lui donnant une porte de sortie, mais en la gardant dans le feu de l'action. Je l'ai enroulée dans l'écosystème. À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans la tête du prospect? Elle va se dire que cette personne n'est pas là pour moi. Je cherche plutôt. Une solution à son problème. Et quand il ira s'asseoir, peu importe si c'est avec son conjoint ou pas, c'est avec attention qu'elle va relire les informations que je lui ai envoyées pour prendre maintenant la meilleure décision. Elle ne ressent pas de pression. Elle prendra la bonne décision. Et je peux vous dire que si vous avez créé de la valeur,
ce prospect reviendra. Peu importe la raison pour laquelle tout de suite, elle n'a pas fait l'investissement, elle reviendra. Donc, quoi d'autre? 2 mots, très importants. L'objection passe de son mari à on a un conjoint, et du conjoint à j'ai besoin de son avis. Donc le conjoint n'était pas le problème. Une phrase encore que vous pouvez utiliser même, c'est oh, mais qu'est-ce que tu penses que ton conjoint va dire? Si vous voulez même pas aller dans tout un développement, oh, mais qu'est-ce que tu penses que ton mari va dire? Je te laisserai. Je dirais, par rapport à ça, j'aimerais bien avoir une discussion avec lui par rapport, parce que je lui ai pas encore parlé de l'activité. Déjà, dans un premier temps, je lui ai pas encore parlé de l'activité. Et si, vu que c'est une activité quand même que j'ai décidé de faire, je dirais qu'il me soutiendrait, mais pour le moment, j'ai pas encore une idée claire de son avis. Donc, c'est après la discussion que je saurai clairement si c'est quelque chose que je désire commencer maintenant ou remettre à plus tard. 15 ans de relation, c'est très long, madame. Et franchement, moi, je dis déjà à la fin de cette discussion, vous allez me donner des conseils sur les relations parce que j'aimerais aussi avoir un conjoint avec qui je passe 15 ans de ma vie. Donc, basez-vous sur ces 15 ans de relation pour me dire à peu près à votre avis. Que pensez-vous que votre conjoint vous dira? Pour un projet que je désire mettre en place, il me soutiendra. Mais pour un projet où il n'a pas vraiment d'informations. Pour un projet que je désire mettre en place, il me soutient. Moi, c'est tout ce dont j'ai besoin. Pour lui faire comprendre qu'en réalité, madame, le problème, c'est pas votre conjoint. Votre conjoint, il vous soutiendra et vous le savez très bien. Et lorsque je poursuis, elle va me sortir la vraie raison. Étant un closer, je suis déjà préparée. Donc, lorsque l'objection me vient, elle me sort la vraie objection, je la prends, je la traite. Si c'est le prix, c'est très simple. Je passe sur le coup de l'inaction. Je joue mon rôle de closer. Si je peux lui trouver des allègements de paiement, des mensualités, ou si c'est un apport, je le fais. Je la cache dans l'écosystème, dans tous les cas. Je vais pas faire le vendeur en lui disant, madame, pourtant cette année, vous avez prévu aller en vacances avec vos enfants. Donc, vous avez un budget vacances. À votre avis, est-ce que ce budget ne serait pas plus judicieux de le mettre dans un programme qui va changer votre vie? C'est pas mal, c'est pushy. Mais c'est trop commercial. Ou je lui dis, ah d'accord, vous n'avez pas les moyens, qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, elle va peut-être vous sortir encore quelque chose juste pour... Mais quoi d'autre? D'abord, elle s'attendra jamais au quoi d'autre. Ça prend par surprise, 1 et 2, ça amène le prospect maintenant à une introspection. Et dans son introspection, elle vous sort maintenant la vraie raison. Mais là, l'écoute active doit être hein? De miser. À son high level. Quand je dis high level, aiguisé, c'est pas le mot. Hein. C'est trop peu dire. C'est trop peu dire. Première tentative. On vient de faire la première tentative. Et malgré ça, madame me dit toujours, j'ai quand même besoin de l'avis de mon conjoint. Donc l'étape 1, c'était de rester dans la conversation et d'être un aïeau. Pour tuer cette objection, c'est de rester dans la conversation et de jouer l'aïeau. Mais malgré ça, elle me dit quand même qu'elle a toujours besoin d'avoir l'avis de son conjoint. Au moins, je sais là que tout de suite, c'est juste, elle a besoin d'un second avis, n'est-ce pas? Là, j'irai maintenant faire l'avocat du diable. Dans ma deuxième approche. Voilà, très bien. Donc, trois façons de le faire. Première façon, vous jouez l'agneau. Oui, pas de souci, je comprends tout à fait. Vous devez parler à votre conjoint. Très bien. Quoi d'autre? Elle vous sort la deuxième objection. Si vous êtes bien aiguisé lorsque vous sortez le quoi d'autre, si vous êtes bien aiguisé et prêt, et qu'elle vous sort la deuxième objection, et vous savez la traiter si c'est le prix ou quoi, vous allez sur le coup de l'inaction.
D'accord? Donc ça, c'est l'approche 1. Là, l'approche 1, en fait, elle tourne autour de quoi d'autre? Pour amener le prospect à baisser sa garde, vous sortiez la vraie objection et vous tuez l'objection. Si c'est une objection que vous savez tuer, vous l'emmenez à la caisse. D'accord? Si c'est pas le cas, vous allez maintenant faire l'approche du diable, l'avocat du diable, et c'est là où je lui demande depuis combien de temps elle est avec son conjoint. L'avocat du diable, c'est que je me mets du côté de Rodrigo. Je joue l'avocat de Rodrigo. Je défends Rodrigo. D'accord? Je dis, mais ça fait 15 ans quand même que vous êtes ensemble. Vous pensez déjà pareil, en fait. Vous avez la même façon de penser. Je suis optimiste et je sais que Rodrigo, lorsque vous allez le voir, il vous dira, ma chérie, je te soutiens. Donc, supposons qu'il vous dit, ma chérie, je vous soutiens. Il est d'accord avec vous et vous m'aviez dit quand même que vous allez faire dans ce projet tout seul. Donc, est-ce que vous avez besoin de son investissement ou de son avis? Elle me sort son avis. Là, je vois que c'est juste un avis dont elle a besoin. Et là, je lui donne une porte de sortie. En lui balançant 3 objections. Je lui ai demandé d'abord combien de temps il lui faut pour avoir l'avis de Rodrigo. Le temps, ici, c'est important pour moi de savoir. Elle m'a dit 1 semaine. Parfait. Pendant la 1 semaine, qu'est-ce qui vous rend encore sceptique? Pendant que vous êtes en train de discuter avec Monsieur Rodrigo, vous prenez la décision ensemble. Moi, j'ai rien contre ça. Mon rôle, c'est pas de vous mettre la pression, mais c'est de vous donner les informations. Donc, de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous rend encore sceptique? Là, c'est très important. Parce que je dois aller toucher ce que j'ai pas encore éclairé. Je lui donne 3 options. Est-ce que c'est le retour sur investissement qu'elle aura fait tout au long de sa vie? Je lui précise bien que c'est tout au long de sa vie. Hein. C'est sur ça, elle est sceptique. Est-ce que c'est le timing? Genre, elle se demande, est-ce que c'est le moment pour elle de le faire maintenant? Ou le programme, l'accompagnement? Est-ce qu'elle a des points d'ombre sur le programme d'accompagnement? Moi, je la recentralise, en fait, sur l'essentiel. Donc, ces 3 objections ne sont pas choisies au hasard. Je la recadre. Je la ramène dans la conversation. En lui donnant une porte de sortie sur 3 objections. Et là, elle va me sortir ce qui l'inquiète le plus. Pour Madame Annika, c'était le timing et le programme. 2. D'accord. Elle m'a même sorti 2 objections. Parfait, ne vous inquiétez pas. Pendant que vous discutez avec M. Rodrigo pour prendre la bonne décision, d'accord? Moi, je vous enverrai toutes les informations qu'il faut sur le timing et le programme. Et ces informations, je ne lui envoie pas qu'une seule fois. Elle m'a dit 1 semaine. Donc, je vais l'étaler pour rester en contact. Je l'étale. Elle m'a dit 1 semaine. Je lui envoie tous les 2 jours, soit un SMS par WhatsApp ou soit un email. Pour l'éclairer une fois sur le programme et le timing. Donc, je reste à la porte, je reste là. Je suis toujours en train de toquer pendant les 1 semaine. Ça, c'est si vous n'avez pas pu tuer l'objection dès le premier appel. Hein. Parce que si vous êtes prêt à aiguiser et que vous lui dites quoi d'autre, elle vous sort la vraie objection et vous êtes bon, vous la prenez. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Donnez-lui une porte de sortie. Lorsqu'elle aurait choisi, pendant la 1 semaine, vous lui envoyez les informations. Sur les points d'ombre, où est-ce qu'elle est encore sceptique. En lui disant, madame, si malgré les informations que je vous envoie, vous m'avez parlé du timing, vous m'avez parlé du programme, moi je vous enverrai tout ce qu'il vous faut. Si malgré les informations que je vous envoie, vous allez échanger avec M. Rodrigo, et que M. Rodrigo vous supporte, parce que je sais qu'il va vous supporter, et vous poussez dans vos ambitions, si malgré ça, je joue l'avocat du diable et je pointe mon doigt sur elle. Si vous êtes toujours sceptique et vous ressentez que je ne suis pas la solution pour vous, alors ne revenez pas vers moi.
Jusque-là, c'est clair pour vous? Deuxième approche s'arrête là. Vous la laissez partir, mais tout en restant à la porte. Là, une semaine passe, vous l'avez en ligne, soit elle a eu le temps de prendre une décision pour ne pas la prendre à chaud, vous avez fait votre job, vous l'avez gardée dans l'écosystème, ou peut-être, vous sentez elle est en train de vous ghoster. D'accord? Ça peut aller dans du ghost. Pas de souci. Voilà comment on va la gérer. Vous allez retourner maintenant à la prospection. Vous savez, les prospects, quand ils disent « j'ai besoin de l'avis de mon conjoint » et qu'on veut qu'ils amènent le conjoint en ligne, qu'est-ce que vous-même vous ressentez? Est-ce qu'ils sont tout de suite prêts à le faire? Ils veulent pas le faire. Parce qu'ils savent que lorsque le conjoint arrivera, vous allez convaincre le conjoint. Alors que elle est sceptique. Le vrai problème, c'est pas le conjoint, c'est elle. Que ce soit il ou elle, dans les deux sens. Donc déjà, c'est de lui faire comprendre que c'est pas un rendez-vous. C'est pas un rendez-vous. Parce que quand on dit rendez-vous, ils se disent, voilà, il veut me mettre dans la cage. Il veut me mettre dans la cage. Je serai dans la cage avec mon conjoint, je n'aurai pas de porte de sortie pour me... Et ça, il viendra pas. Madame Annick, j'ai une petite idée. Les bons vendeurs ont toujours une petite idée. Ah, ils ont toujours une petite idée à partager. J'ai une petite idée. Qu'est-ce que vous faites demain à 20h? Que faites-vous demain à 20h? Pas grande chose. Avec ma famille. Ok. Donc, est-ce que ce serait possible pour vous de vous joindre à Monsieur Rodrigo pour un appel de 5 minutes avec moi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Très bien, parfait. Donc, je retourne à la prospection. Je sors de mon cadre de vendeur. Je sors de la vente. Et je retourne à la prospection. Sans jamais pour autant lui faire comprendre que c'est un rendez-vous où je veux. Et je lui dis, ne vous inquiétez pas, c'est juste 5 minutes pour montrer à Monsieur Rodrigo ce que je vous ai montré il y a une semaine. Je lui fais la même présentation. Je réponds juste à ses questions. D'accord? Vous devez la rassurer. Présentation. Réponse aux questions. Donc, 5 minutes juste pour jouer mon rôle, vous donner toutes les informations qu'il faut, faire la même présentation que je vous ai faite il y a une semaine à votre mari, à Monsieur Rodrigo, répondre à toutes ces questions et comme ça, après, je vous laisserai partir. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça semble juste? Oui. Oui? C'est ma dernière chance. Moi, je sais que quand j'aurai Rodrigo, le vin sera tiré. Subtilement, le vin sera tiré. Mais il faut bien qu'elle m'amène Rodrigo. Et qu'elle ne soit pas sur la défensive. Qu'elle ne se dise pas, ouais, elle va aller convaincre mon conjoint. Elle va aller lui vendre de la salade. Donc, vous vous remettez à la projection. Pourquoi? Parce que lorsque vous essayez de faire venir le mari ou la femme à un appel de vente, vous revenez à la projection. À la prospection plutôt. Pourquoi? Parce que la première étape d'une prospection, c'est de pouvoir libérer son agenda. Donc, j'ai une petite idée, je vais la partager avec vous. Vous faites quoi demain à telle heure? Est-ce que vous pouvez vous joindre à Rodrigo pour juste un échange de 5 minutes? Et vous lui dites ce qui va se passer pendant cet échange. Pour qu'elle amène vraiment Rodrigo. Et que les deux soient présents. Là, vous avez les deux décideurs. D'accord? Parfait. Donc, une fois qu'elle a dit oui, vous lui faites bien comprendre que c'est sans pression, c'est juste pour donner les informations qu'il faut. Et une fois rentré chez eux avec Rodrigo, ils vont pouvoir discuter ensemble de tous les détails. Donc, votre travail consiste simplement à donner les informations. D'accord? Qu'est-ce que je fais comme ça? Je lui donne le contrôle. Je donne le contrôle au client ou au prospect. Et je vous assure, ils adorent avoir le contrôle. Je lui donne le contrôle tout en laissant une porte ouverte. La porte ouverte à son conjoint. Comment je lui donne le contrôle? C'est en lui disant que je lui ferai exactement la même présentation que je lui ai faite à son conjoint et juste que je répondrai à ses questions. Après, ils iront décider ensemble. Voilà comment je lui donne le contrôle. Ensuite, je laisse la porte ouverte à son conjoint pour qu'ils n'aient pas l'impression de devoir venir et acheter. D'accord? Parce que lorsqu'ils arrivent sous pression, ils ont l'impression qu'ils sont pris au piège. Ils arrivent dans une maison sans porte d'où ils ne peuvent pas sortir. Donc là, moi, je ne vais pas vous développer la clôture. Lorsque vous savez que vous avez fait votre job et que le prospect vient avec le conjoint, vous avez les deux décideurs.
si vous êtes prêt et préparé, vous ne pouvez pas repartir sans une vente. Chaque fois qu'il y a eu 2 décideurs en visio, monsieur me l'a toujours confié. Je vais pas me jeter des fleurs. Si je l'ai pas vendu là, en visio, c'est que ça revient. Les ventes à 2, j'en ai pas perdu. Les ventes les plus difficiles chez moi, c'était les auto-entrepreneurs. Les VTC, ceux qui ont leur petit, ils sont ni professionnels, ils sont ni entrepreneurs, ni salariés, mais ils sont indépendants, là. Aïe, aïe, aïe. C'est les plus chauds. Moi, j'avais du mal avec eux. Mais lorsque vous m'envoyez 2 décideurs, je rate pas. Donc, la clôture, c'est toute autre chose. On va la développer. Mais pas aujourd'hui. De toute façon, vous avez déjà une idée de la clôture. Je vais passer à la deuxième objection. Je n'ai pas l'argent. Comment la traiter de 3 manières? C'est clair? Oui. Bien. On passe à la deuxième. J'ai une question. Oui. Si lors du rendez-vous avec le conjoint et ils vous ont dit au préalable qu'ils ont un compte en commun, oui, sauf les fonds, et vous savez comme objection, ils n'ont pas 1000 euros là tout de suite. Ils n'ont pas 1000 euros là tout de suite pour investir dans le programme. C'est un programme intéressant, ils voient le retour investissement sur du long terme. Mais là tout de suite ils sont pas prêts à pouvoir débourser 1000 euros. Ils trouvent que les 1000 euros sont trop chers par exemple pour un tel programme. D'accord. Ils n'ont pas les 1000 euros, c'est toute autre chose que c'est trop cher. Oui. Donc, ils n'ont pas les 1000 euros. Ils ont combien? Pour un programme qui vous permettra, si l'objectif était de gagner 10 000 euros par mois, j'ai créé de la valeur. D'accord? J'ai montré les bénéfices émotionnels. Pour un tel programme, aujourd'hui, là, tout de suite, vous êtes prêt à investir combien? Ok. J'ai pas 1000 euros, mais oui. Ok, vous êtes prêt à investir combien? J'allais en venir sur la deuxième objection de je n'ai pas l'argent. Et ça aurait clarifié les choses, mais vous êtes prêt à investir combien? Parce que si le prospect est sérieux et qu'il dit qu'il n'a pas tous les fonds, il a forcément quelque chose. D'accord? Maintenant, moi, je tiens à le garder dans l'écosystème. C'est peut-être pas une vente en une fois, mais je tiens à le garder dans l'écosystème. Et lorsqu'il me donne l'investissement, si ça correspond à du mensuel, lorsque j'ai l'option du mensuel, je le lui balance. Et il comprendra que c'est une opportunité à saisir. Ce qui correspondra forcément à du mensuel. D'accord? Si c'est pas le cas, je vais sur le coût de l'inaction. Si vous ne faites pas cet investissement aujourd'hui, ce que vous perdez, c'est pas 1000 $. C'est 10 000 $ fois 12. Un prospect dit, je n'ai pas d'argent. Ils aiment tellement dire ça. Pourtant, si c'est pour aller acheter un sac Gucci, maintenant il a l'argent. Hein. Pour ça, même s'il va aller prêter, il ira prêter. Pour son avenir, il n'a pas d'argent. Donc, 3 façons de répondre. Ça revient, le début revient un peu à notre objection. Je veux que vous compreniez quelque chose et que ce soit vraiment ancré en vous. Tant que vous ne maîtrisez pas la gestion des objections, vous êtes un commercial ou vous êtes un chargé de clientèle. Vous n'êtes pas un closer. Tant que vous ne savez pas gérer les objections, même plus important, les prévenir. S'il vous plaît, ne vous appelez pas closer. Vous en êtes pas un. Le closer, c'est celui qui adore gérer les... Et lorsque le prospect lui sort une objection, il se dit, bien, j'y suis. J'y suis parce que ça veut dire qu'il considère même l'option d'acquérir mon produit. Jusqu'il a besoin d'être rassuré. Donc là, je fais mon job et je le tiens. D'accord? Donc gérer les objections, c'est pour du high ticket, ça doit être pour vous un jeu que vous maîtrisez, bien évidemment. Le prospect vous dit, je n'ai pas les moyens. Le prospect vous dit, il faut que je réfléchisse. C'est pareil, hein. Je vais y réfléchir, j'ai pas les moyens. C'est la même connerie. Ça veut tout simplement dire que vous devez porter votre tenue de closer. Et le closer, c'est celui-là qui intervient lorsque le prospect vient de dire non, n'est-ce pas? Tant que le prospect ne nous a pas encore dit est-ce que c'est vraiment un non?
Il vous a pas sorti l'objection. Vous êtes vendeur. Vous êtes vendeur pour l'instant. Dès que vous avez le nom, qui est pas vraiment un nom, c'est une objection, vous portez le manteau de closer. On est d'accord? Parce que le closer, lui, vient pour transformer le non en un oui. C'est le rôle du closer. En allant, comment il le fait? C'est en allant à la découverte des réels besoins du prospect. Et il le fait en allant à la découverte des besoins réels. Et maintenant, en levant les objections, lorsqu'il trouve le besoin réel, le quoi d'autre, elle m'a sorti le besoin réel, d'accord? Dès que j'ai le besoin réel maintenant, je vais lever les objections. Je dois lever les objections pour conclure la vente. Et comme c'est compliqué à le faire, les amateurs s'arrêtent à une tentative. Ils essayent de résoudre, mais quand ils n'arrivent pas, ils le mettent dans follow-up. Mais qu'est-ce qui te dit que si le prospect part sans être assuré, que tu peux l'aider, ce sera une vente après? Rien du tout. Donc le follow-up, l'argent ne se trouve pas dans le follow-up. L'argent se trouve dans le nombre de tentatives que tu fais pour vendre dans le premier appel. Tu iras trouver tes $1000 dans le nombre de tentatives que tu as fait lorsque tu as parce que pour avoir le client au téléphone même, c'est dur. Et lorsque tu l'as, c'est ton ultime chance. Et tu es face à une objection. Tu peux pas faire une tentative et l'envoyer en follow-up. C'est trop facile. C'est dans le nombre de tentatives que tu feras pour résoudre l'objection que se trouvent tes $1000. Quand tu as fait la 1, c'est pas passé, passe à la 2 et à la 3. Dans les 3, tes $1000 se trouvent quelque part, dans les 3. Ça dépend du prospect que tu as en face de toi. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, la chance réside dans le nombre de tentatives effectuées pour lever l'objection. Dans le follow-up, ça te pousse même à baisser le prix, à diluer le prix. Le follow-up, c'est juste ça. À faire une guerre de prix. Et c'est pas ce que tu veux. Donc, la chance réside dans le nombre de tentatives effectuées. C'est très important. Pour lever une objection lors de la première conversation. On ne laisse pas le prospect partir aussi facilement pendant qu'on l'a en ligne. C'est lors de la première conversation avec le prospect. C'est votre chance, elle se trouve là. Et les amateurs font une tentative, le mettent dans le follow-up. Les professionnels peuvent aller à 2, mais les maîtres, minimum 3. Je ne vais pas vous embrouiller avec des tentatives 4 et 5. Si vous arrivez au moins à maîtriser ces 3, c'est bon. Quand ça rentre dans du 4 et 5, ça rentre dans vraiment de la persuasion, dans un jeu de fou. Vous risquez de perdre vos esprits. Bon, donc, l'amateur ou le professionnel finira par programmer très rapidement un autre appel et abandonner. Mais lorsque vous le faites, vous tuez une vente. C'est exactement ça. Lorsque vous abandonnez, vous dites, bon, on va reprogrammer un autre appel, ou vous le mettez dans le follow-up, vous venez de tuer en fait votre vente. C'est aussi ça. Vous l'avez tué. D'accord? Donc la bonne question à se poser, c'est comment gérer l'objection pas d'argent lors d'un appel de vente. Et pas qu'une seule fois, mais 3 fois. Pour commencer, vous devez vous mettre dans la tête que le prospect ne vous a pas dit non. Donc le prospect ne vous a pas dit non. Pourquoi vous arrêtez alors? Le prospect ne vous a pas dit non plus que Crédit Mutuel ou la Banque Postale n'a pas d'argent. Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il vous a dit ma banque n'a pas d'argent? Il vous a pas dit ça. Donc il vous a pas dit que Crédit Mutuel ou la Banque Postale n'a pas d'argent. Ok. Donc Crédit Mutuel. Il ne vous a pas dit non plus que son conjoint ne peut pas l'assister financièrement. Il vous a pas dit ça. Il vous a pas dit non plus qu'il peut pas faire une collecte de fonds, une levée de fonds. Il a dit j'ai pas d'argent. Mais il vous a pas dit je suis capable de faire une levée de fonds. Il n'a pas dit ça. Il vous a pas dit non plus qu'un membre de sa famille pourrait l'assister. Il vous a pas dit ça. Il vous a juste dit j'ai pas d'argent. Mais il vous a pas dit qu'un membre de sa famille pourrait l'assister. Tout ça qu'il vous a pas dit, c'est quoi? Donc il a l'argent ou pas? Finalement, est-ce qu'il a l'argent? On peut trouver l'argent. Il sait pas, peut-être. Nous, on peut l'aider à trouver. Mais lui, il n'a pas l'argent. Ok, good. Alors, pourquoi s'arrêter là? Je m'arrête pas. Donc,
Ne jamais alimenter la première objection du prospect. Je n'ai pas l'argent. Ah, pourquoi tu dis que tu n'as pas l'argent? Qu'est-ce que tu fais dire par je n'ai pas l'argent? Est-ce que hier, tu n'as pas déjà investi dans un café? Est-ce que le fait qu'il n'a pas l'argent, c'est la vraie objection? Pourquoi tu veux l'alimenter? Pourquoi tu veux lui mettre du gasoil ou du pétrole ou de l'essence dans une objection qui n'est peut-être pas la vraie? Pourquoi l'alimenter? Alors qu'il a des options dont il n'a même pas, peut-être pas l'information. Donc, dans la première tentative, la première étape, c'est de savoir qu'il ne m'a pas dit non et c'est de savoir que il a l'argent, juste qu'il ne sait pas qu'il a l'argent. Et que je peux l'aider à aller chercher cet argent-là, dans ma première approche. Deuxième étape de ma première approche, ne jamais alimenter la première objection que vous donne le prospect. Jamais. Le prospect essaie juste de susciter une discussion autour de l'argent. C'est tout ce qu'il fait. Je n'ai pas l'argent, c'est soit il est ignorant, qu'il ne sait pas qu'il peut avoir de tentatives, ou il n'y a jamais pensé, ou il essaie juste de susciter une discussion autour de l'argent. Et vous n'allez pas l'alimenter. Vous ne mettrez pas l'essence dedans parce que c'est pas du tout la vraie objection. Donc, on n'alimente pas une première objection du prospect parce qu'en général, c'est pas la vraie objection. Donc, l'étape 2, c'est ne jamais alimenter l'objection initiale. Étape 3 de la première tentative, c'est de prendre conscience que l'argent est quand même le centre de la conversation. Pour le prospect, tout tourne autour de l'argent quand même. Donc, vous devez prendre conscience que l'argent est le centre et rester dans le cadre. Prendre conscience que l'argent est le centre de votre discussion, c'est différent de l'alimenter, hein. D'accord? Vous prenez conscience? Vous prenez conscience que l'argent est le centre de la discussion, de votre discussion désormais, sans pour autant l'alimenter, sans pour autant allumer le feu. Et là, vous vous rappelez une chose, les grands vendeurs pensent avoir un cœur de lion, mais vendent comme des... Vous prenez conscience et vous vous rappelez, pensez comme un lion, vendez comme un agneau. Je deviens Scofield. Et je dis à mon prospect, mais oui, ne vous inquiétez pas. J'ai pas d'argent. Oui, ne vous inquiétez pas. L'agneau dira à son prospect, oui, ne vous inquiétez pas. No problem. Vous n'avez pas d'argent. Ne vous inquiétez pas. Un amateur panique tout de suite. Mais je paie la vente. Un professionnel lui dira, t'as pas d'argent, pourtant, si on te dit d'aller acheter ça à Gucci, tu trouverais les moyens. Ou tu investis dans des choses que tu apprécies quand même pour ce montant annuellement, n'est-ce pas? Un professionnel va essayer de faire ça. Le maître prend conscience que le centre de la discussion est de l'argent, et l'argent, il ne l'alimente pas. D'accord? Et il joue l'agneau. Il amène le prospect à baisser sa garde d'abord. Parce que c'est primordial pour aller gérer une telle objection. Le prospect ne doit pas se sentir... il doit se dire même que vous vous en foutez ailleurs. Il doit le penser. Ok, oui, monsieur le prospect, vous n'avez pas l'investissement, vous n'avez pas les moyens. Ok, oui, je comprends. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Le prospect, en fait, face à votre réaction, face à son objection, il restera dans la cage. Jamais combattre le feu par le feu. Oui, bien sûr, monsieur le prospect, je comprends, ne vous inquiétez pas. Ah, tu veux me vendre quelque chose, je dis que j'ai pas l'argent, tu veux ne pas m'inquiéter. Ah, ok, bon, à revoir. Bon, voyons ce que tu as. Là, maintenant, il est comme ça, il est curieux. Voilà la suite, n'est-ce pas? Ne surtout pas lui dire, ce serait stupide de votre part de ne pas acheter. C'est exactement ce que nous faisons.
nous vous faisons gagner plus d'argent. Ce qui serait logique de dire normalement. Mais les meilleurs vendeurs ne font pas ça. Les meilleurs vendeurs ne font pas le lion. Les meilleurs vendeurs pensent comme un lion. Ils chassent toute la journée les prospects comme un lion. Mais dès qu'ils ont le prospect au téléphone, ils rentrent dans la peau de le lion. Votre but ici, ce n'est pas de montrer aux prospects que vous êtes meilleur qu'eux, mais c'est qu'à la fin de votre conversation, ils sentent que vous les avez amenés à devenir meilleurs. C'est clair? Notre rôle n'est pas de prouver aux prospects au téléphone que nous sommes meilleurs qu'eux, Monsieur Price, Monsieur l'espère. Mais c'est plutôt d'emmener votre prospect à devenir meilleur à la fin de la conversation. En lui ouvrant l'esprit, en lui disant, mais il y avait quand même toutes ces options-là auxquelles tu n'avais pas pensé. Est-ce qu'on n'ira pas chercher cet argent-là ensemble? À la fin de la conversation, vous l'emmenez à devenir meilleur ou pas? À connaître des meilleures façons d'aller lever les fonds ou pas? Mais en lui disant, mais ce serait stupide de pas investir avec nous parce que vous n'avez pas les moyens et vous voulez pas faire d'investissement. C'est justement en investissant que vous allez aller avoir l'argent. Là, vous lui montrez que vous êtes meilleur que lui. Et c'est pas ça. Vous devez l'amener à devenir meilleur. Une meilleure version de ce qu'il était avant de venir. C'est pour ça que les meilleurs vendeurs sont d'excellents communicateurs. Si vous voulez être bon vendeur, vous devez travailler sur votre communication. Les meilleurs vendeurs, ce sont d'excellents communicateurs. Ici Grace Carmel, merci d'avoir suivi la vidéo et si tu veux en savoir plus, clique sur le lien en bas dans la description. À bientôt.